J'ai un problème avec la traduction française de Dune. Il faut qu'on en parle. Hello YouTube et bienvenue sur une vidéo un peu hors série sur la thématique de Dune. Aujourd'hui, on va pas parler adaptation cinématographique, mais littérature et linguistique. On va parler de la traduction française de Dune et je vais vous expliquer à grand renfort d'exemples concrets pourquoi elle a, à mon sens, des défauts non négligeables. Vous aurez sans doute remarqué que dans mes vidéos sur Dune, je cite des extraits de la saga pour illustrer mes propos, et que ces citations sont exclusivement en anglais avec mes propres sous-titres. Et ce pour deux raisons. Premièrement parce que je lis Dune en VO anglaise et que je n'ai les livres à la maison qu'en anglais, et deuxièmement parce que je n'aime pas la traduction française de Dune. Say that again? Ne vous énervez pas, je vais m'expliquer. Quand je dis la traduction, je parle du texte de Michel Demuth, auteur, journaliste et éditeur de science-fiction, qui a traduit les 3 premiers tomes de la saga Dune. Le texte est publié pour la première fois en 1970, lorsque les éditions Robert Laffont ont sorti Dune en France. Pour info, cette traduction a été révisée en 2020, à l'occasion de son 50e anniversaire. Je vous renvoie à un article très intéressant de Renaud Guillemin, alias L'épaule d'Orion, journaliste et chercheur au CNRS qui est à l'origine de cette nouvelle version pour les éditions Robert Laffont et Pocket. Il raconte son travail de correction et c'est passionnant. Mon problème avec la traduction de Dune se concentre sur 2 aspects. D'une part, les erreurs de traduction, des fautes au sens littéral, des faux sens, voire des contresens, et d'autre part, les énormes libertés que prend Michel Demuth vis-à-vis du texte original, et notamment sa manière d'en modifier fondamentalement le style. Autant le premier point peut être évalué de manière très objective, une faute est une faute, point, autant le second est évidemment bien plus subjectif. Et on en revient à l'éternel débat, à quel point un traducteur a-t-il le droit de prendre des libertés par rapport au texte d'origine? Good question. You are a good question. Je prétends pas connaître la réponse à cette question, mais j'ai un avis dessus. Autant une traduction 100% fidèle mot pour mot est impossible en littérature, des changements sont inévitables si on veut un texte fluide et agréable à lire, autant un traducteur devrait essayer le plus possible de coller au texte, à son essence, à son style. Et ça, Michel Demuth ne le fait pas. Et ça me pose problème. Attention, je suis pas en train de dire que la version de Demuth est un mauvais texte. Pris en tant que tel, c'est un bon texte, c'est bien écrit, ça fonctionne. Mais on va voir que ça peut être un bon texte tout en étant, par moment, une mauvaise traduction. Tout comme un film peut être une œuvre excellente en tant que telle, mais une mauvaise adaptation. On va commencer par parler des fautes de traduction. Elles sont nombreuses et j'avais le poil qui se hérissait devant l'évidence et la grossièreté de certaines. Allez, c'est parti pour des exemples. Ça commence dès les toutes premières lignes du chapitre 1, dès l'épigraphe. Irulan, la narratrice de ces épigraphes, introduit Paul de la manière suivante. To begin your study of the life of Muad'Dib, then, take care that you first place him in his time. Born in the 57th year of the Padishah Emperor, Shaddam IV. Signification: pour entreprendre une étude de la vie de Muad'Dib, par conséquent, veillez à le placer tout d'abord en son temps, né en la 57e année de l'empereur Padishah, Shaddam IV. Ça a été traduit par: ainsi, pour entreprendre cette étude de la vie de Muad'Dib, il convient de le placer tout d'abord en son temps, en la 57e année de l'empereur Padishah, Shaddam IV. Dans la version française, cette 57e année n'est pas l'année de la naissance de Paul, mais plutôt, a priori, l'année où se déroulent les événements. Ça peut sembler anecdotique, mais ça amène immédiatement à une différence dans la timeline de l'histoire. Mais il y a bien pire que ça. Toujours dans le chapitre 1, la révérende mère Mohiam vient de soumettre Paul au test de la boîte. Voici l'extrait original. Pain by nerve induction, she said. Can't go around maiming potential humans. Ce qui se traduirait par « douleur par induction nerveuse », dit-elle. On ne peut pas se permettre de mutiler des humains potentiels. Michel Demuth, lui, a écrit ça. « Douleur par induction nerveuse », dit la vieille femme. Elle ne peut venir à bout des humains potentiels. What? Bro, what are you talking about, man? C'est totalement une phrase différente. Et c'est pas comme si c'était particulièrement compliqué à traduire. Le verbe to maim signifie mutiler, il n'y a pas d'autre interprétation possible.
Mohiam explique à Paul pourquoi elle utilise une méthode qui ne laisse pas de séquelles physiques. L'idée est tout simplement ignorée par le traducteur. Dans le même passage, les dégâts continuent. Jessica revient dans la pièce après la fin du test et constate que Paul est toujours en vie. My son lives, she thought. My son lives and is human. I knew he was, but he lives. Now I can go on living. Traduction exacte. Mon fils vit, pensa-t-elle. Mon fils vit et il est humain. Je le savais, mais il vit. Et désormais, je peux continuer à vivre. Et la version du bouquin ? Mon fils vit, pensa-t-elle. Il vit et il est humain. Je le savais, mais il vit. Et il peut vivre désormais. Le fait que Jessica se dise que elle aussi, maintenant, elle peut continuer à vivre, sous-entendu qu'elle n'aurait pas pu vivre en tant que mère si son fils n'avait pas survécu, a été retiré. On a une troisième répétition inutile de « il peut vivre » et on perd complètement la notion de soulagement et aussi de culpabilité chez Jessica. Et c'est là tout le problème. Ces erreurs ne sont pas juste des petites fautes sur un mot, c'est des fautes qui, parfois, changent tout le propos ou le message de la scène. Ça me rend dingue. Bon, quittons un peu le premier chapitre pour aller voir plus loin dans le tome 1. On a un passage où le duc Leto parle à Paul du danger politique sur Arrakis. En anglais, le texte est le suivant. Power and fear, he said. The tools of statecraft. I must order a new emphasis on guerrilla training for you. Ce qui signifie « Le pouvoir et la peur, dit-il, les outils du gouvernement. Il faut que je donne des ordres pour qu'on intensifie ton entraînement à la guérilla. » Et la version de Demut « Le pouvoir et la peur, dit-il, les outils du gouvernement. Il faut que je donne des ordres pour que l'on interdise ton entraînement à la guérilla. » C'est littéralement l'inverse, bordel de merde. Et ça n'a aucun putain de sens dans le contexte de la scène. Parce que pendant tout ce passage, Leto est en train de dire à Paul qu'il risque de se retrouver dans une guérilla contre les Harkonnen et qu'il faut s'y préparer. Là, c'est plus juste une erreur, c'est un contresens pur et dur. Allez, un dernier pour la route, et celui-là est sublime aussi, vous allez voir. Extrait tiré du début de Dune Messiah, une scène entre Paul et Chani, où Paul est en train de penser à leur avenir peu rassurant et à tout ce qu'il ne peut pas dire à Chani. His arm tightened around her shoulder. In time, beloved. Give me yet a little time. Unshed tears burned his eyes. Le problème ici, c'est la dernière phrase, qui signifie « des larmes, ou plus précisément des larmes non versées, lui brûlèrent les yeux ». Je précise à toutes fins utiles que celui qui a les larmes aux yeux dans cette scène, c'est Paul. His eyes, c'est ses yeux au masculin. C'est du niveau d'anglais de 6e. Et si je dis ça, c'est parce que notre ami Michel Demut a écrit « Il raffermit son étreinte. Quand le temps sera venu, mon aimé, il faut attendre encore un peu. » Des larmes apparurent dans les yeux de Chani. Non mais, faut qu'on m'explique. C'est-à-dire que soit Michel Demut n'a jamais appris la différence entre his et her, auquel cas il ne devrait pas avoir le droit de traduire quoi que ce soit il a lu le texte tellement en diagonale qu'il n'a pas capté de qui il s'agissait, soit Michel Demut est un bon gros macho de la vieille école qui a décidé que les vrais mecs, ça pleure pas, et que si quelqu'un pleure dans cette scène, il faut que ce soit la bonne femme. Paul, what are you doing? You're acting like a girl out there. What are you, a girl or something? Auquel cas, qu'est-ce que tu fous, Michel ? Non, plus sérieusement, ce qui me rend folle dans toutes ces erreurs, c'est que je n'arrive pas à trouver une seule raison valable à ces changements. Je peux pas imaginer que ce soit des fautes de compréhension. Le mec est traducteur professionnel, ça me paraît impensable. Mais ça aurait été ni plus compliqué, ni plus long, ni moins joli de traduire tous ces passages de manière adéquate. Alors pourquoi ces contresens ? C'est étrange, je me l'explique pas. That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Et au-delà des fautes pures et simples, plein de termes sont traduits de manière très approximative, très imprécise. C'est notamment le cas pour les concepts et la terminologie spécifiques à l'univers. Prenons le terme Kwisatz Haderach, par exemple, qui désigne un humain au don particulier issu du programme de sélection génétique du Bene Gesserit. The person who can be many places at once, the one who bridges time and space. He will look where we cannot. C'est un terme tiré de l'hébreu, Kefitzat Haderach, excusez ma prononciation, traduit dans Dune par « the shortening of the way », le raccourcissement du chemin.
Dans la version française de Dune, c'est devenu le court chemin. C'est pas entièrement faux, mais l'idée est pas tout à fait la même. On n'a plus la notion d'action de raccourcir. Ça sous-entend qu'il préexiste un court chemin. Heureusement, c'est une des traductions qui ont été corrigées dans la nouvelle édition de 2020. Idem pour le terme lisan al-gaïb, mot tiré de l'arabe, traduit dans Dune par « the voice from the outer world », littéralement « la voix du monde extérieur ». Vous aurez peut-être remarqué que c'est cette traduction-là que j'ai utilisée dans mes vidéos précédentes et non la version de Michel Demuth, la voix d'ailleurs. Encore une fois, ça tient la route, mais c'est approximatif. Bon, maintenant qu'on a parlé des fautes, parlons des libertés prises par Demuth au niveau du style. Et pour ça, il faut d'abord que j'essaye de vous décrire le style de Frank Herbert pour ceux qui ne connaissent pas la version originale de Dune. Dune est écrit dans un style très sobre, très minimaliste. Il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de pathos. Tout a une espèce de froideur clinique. Les faits sont racontés avec presque une sorte de détachement. Frank Herbert peut te raconter des scènes atroces, te décrire la mort tragique d'un personnage, il va constamment garder cette sobriété et cette froideur, entre guillemets. Et Michel Demuth, lui, il a, j'ai envie de dire, kitschifié le texte. Il a ajouté de l'emphase. Son style est plus ampoulé, plus lyrique, il a plus sorti les violons. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Il a mis un petit grain de Victor Hugo dans son texte. Vous savez, cette manière d'en faire un peu des caisses. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Je dis ça sans aucun jugement envers Victor Hugo, hein. Je dis pas qu'il faut pas écrire comme ça, c'est un style. Je dis juste que c'est pas du tout le style de Dune. Mais j'ai l'impression que c'est typiquement français, ce besoin de tout amplifier, de faire dans le mélodrame. C'est un défaut qu'on retrouve par exemple très souvent dans les doublages de films en français. Les codes de doublage, presque de mettre trop d'intention dans une phrase très simple, genre « Hé les gars, qu'est-ce que vous êtes venus faire dans ce parking? On dirait que vous êtes là depuis des heures. Oh là là, me dites pas que vous êtes en train de dealer de la drogue. » Et t'as envie de dire « Gars, pourquoi? Simple, non? Je sais pas, qui parle vraiment comme ça en fait? C'est de la dope. » Et ça m'a toujours fasciné et j'adore ça. Il a tellement raison, c'est génial. Dans Dune, cette modification du style passe tout d'abord par la ponctuation. Certains vont peut-être considérer ça comme un détail insignifiant, mais la ponctuation joue un rôle essentiel en littérature. Elle influe énormément sur le style d'une œuvre, sur la manière dont le lecteur va ressentir un texte. Frank Herbert, par exemple, utilise très peu de points d'exclamation et de points de suspension, ce qui contribue à la sobriété du texte. Demuth, lui, a une fâcheuse tendance à ajouter des points d'exclamation et de suspension partout. Je vous donne un exemple tout simple. Using the voice on me, he thought. Traduit par « Elle s'est servie de la voix, contre moi ». La traduction est correcte, mais l'ajout de points de suspension et d'un point d'exclamation change le ton de la phrase, et par extension la manière dont Paul appréhende l'acte de Mohiam. Dans la version originale, il se fait une réflexion neutre et analytique, alors qu'en français, la ponctuation ajoute une notion de surprise et de choc. Un autre truc qui m'énerve, c'est l'ajout intempestif de parenthèses. Les parenthèses dans un texte littéraire, je trouve ça bizarre, maladroit. Ça a tendance à te sortir de la narration. Il y a un côté annotation extra-diégétique, comme dans une pièce de théâtre. Les parenthèses superflues font de certaines descriptions dans Dune des espèces de didascalies, qui n'ont rien à faire dans un roman et qui n'apportent absolument aucune plus-value au texte. Mais il n'y a pas que la ponctuation qui modifie le style de Dune. Il y a de grands changements dans la traduction du texte, de grandes libertés prises par le traducteur. Demuth se permet par exemple de retirer complètement certaines phrases du texte original et, à l'inverse, d'ajouter des phrases qui sortent de nulle part. Par moments, son texte est presque plus une adaptation libre qu'une traduction fidèle. Prenons par exemple la description d'Edric, le navigateur de la guilde dans Dune Messiah. Voici la description originale, accompagnée de ma propre traduction, une traduction au plus proche du texte anglais. Edric swam in a container of orange gas, only a few paces away. His container sat in the center of the transparent dome which the Bene Gesserit had built for this meeting. The guildsman was an elongated figure, vaguely humanoid, with finned feet and hugely fanned membranous hands, a fish in a strange sea. His tank's vents emitted a pale orange cloud, rich with the smell of the geriatric spice mélange. Et voici maintenant la version française de Demuth.
Il flottait dans une cuve de gaz orange à quelques pas de Sightale, au centre du dôme transparent que le Bene Gesserit avait fait dresser spécialement pour cette entrevue. Le représentant de la guilde spatiale avait une apparence vaguement humanoïde. Sa longue silhouette pouvait tout aussi bien être celle de quelques poissons. Chacun de ses lents mouvements faisait apparaître les nageoires de ses pieds, les membranes de ses mains, tandis qu'une pâle émanation orangée s'élevait des évents aménagés dans la cuve, faisant flotter dans le dôme le parfum du mélange. Étrange poisson en un étrange océan. Alors, en soi, la description fonctionne. On a la même image d'Edric que dans le texte anglais. Mais pourquoi avoir changé l'ordre des phrases ? Pourquoi avoir ajouté certaines phrases qui, je trouve, ne font qu'alourdir le texte ? En l'occurrence, l'image du poisson est déjà contenue dans la phrase « étrange poisson en un étrange océan ». Donc pourquoi extrapoler inutilement en répétant « sa silhouette pouvait tout aussi bien être celle de quelques poissons ». Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Autre exemple tiré de la fin de Dune Messiah. Paul bent his head, listening. He no longer could hear the mourners. He thought of the ancient Fremen rites being performed now deep in the Siege, far down in the room of the Death Still, where the tribe recovered its water. Et la version française ? Paul, baissant la tête, écouta la nuit. Il n'entendait plus le cortège maintenant. Loin sous le Siege, le rite ancestral avait dû commencer, dans les chambres du silence. Alors, le mot « mourners » est pas facile à traduire. Ça vient du verbe « to mourn » qui signifie « faire le deuil de ». A mourner, c'est une personne en deuil, un endeuillé. Non, je connais pas ce mot-là. De Muth, lui, a réglé le problème en transformant la phrase en « Paul écouta la nuit ». Et encore une fois, en tant que tel, ça marche. La phrase est même assez belle, assez poétique, mais cette poésie est totalement absente du passage original. Paul tend l'oreille pour entendre un truc très concret, le bruit des personnes en deuil dans le Siege. Écouter la nuit, c'est joli, c'est sympa, mais c'est pas ce qui est dit. Idem pour le « dans les chambres du silence ». Encore une appellation poétique, métaphorique, qui n'est pas dans la VO. En VO, il est question de la salle du Death Still, cette machine qui sert à récupérer l'eau du corps d'un défunt. On a un réalisme très concret, très précis, qui passe à la trappe dans la traduction. Et puis, entre parenthèses, le participe présent, Paul baissant la tête, écouta la nuit. J'aime pas les participes présents en littérature, je trouve pas ça élégant. C'est très utilisé en anglais, où les verbes en ing sont constants, mais en français, j'ai du mal. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Là où tout ça devient très frustrant, c'est que dans les quelques passages où Frank Herbert va écrire de manière plus poétique, plus abstraite, plus imagée, le traducteur va, à l'inverse, supprimer toute cette poésie et écrire un texte beaucoup plus terre-à-terre. Voici par exemple comment est décrite la mort du duc Leto dans le tome 1. Leto sensed memories rolling in his mind, the old toothless mutterings of hags. The room, the table, the baron, a pair of terrified eyes, blue within blue, the eyes, all compressed around him in ruined symmetry. There was a man with a boot toe chin, a toy man falling. The toy man had a broken nose, slanted to the left, an offbeat metronome caught forever at the start of an upward stroke. Leto heard the crash of crockery, so distant, a roaring in his ears. His mind was a bin without end, catching everything. Everything that had ever been. Every shout, every whisper, every silence. C'est un passage que j'adore, je le trouve extrêmement beau. J'adore l'accumulation des figures de style, des images incohérentes, un tourbillon psychédélique qui illustre le flux de pensées chaotiques d'un Leto drogué et à demi inconscient. L'image du jouet au nez cassé, tel un métronome figé à jamais au début d'une mesure, c'est une des phrases qui m'avait le plus marqué dans le premier tome, je trouve ça superbe. Et Monsieur de Muth alors, qu'est-ce qu'il en dit ? Leto sentit rouler, tourbillonner les souvenirs. La pièce, la table, le baron, deux yeux terrifiés, bleus, tout se fondit dans une destruction symétrique. Un homme au menton aigu tombait. L'homme jouet avait le nez brisé, un métronome figé à jamais. Un fracas, un grondement. Son esprit tournait sans fin, percevait tout ce qui avait jamais été. Cris, souffle, chuchotement, tout. Rien ne va dans cette traduction, c'est terrible.
Vous remarquerez que le texte est considérablement plus court, et pour cause, il fait l'impasse sur la moitié des phrases. Les marmonnements des vieilles mégères, on oublie. Le fracas de vaisselle cassée, on oublie. Les yeux blue within blue, bleu sur fond bleu, on oublie. La comparaison du métronome, à peine effleurée, au point qu'elle en perd son sens en français. Mais je vois pas le rapport avec la choucroute, là. D'accord. Le ruin symmetry, symétrie détruite, est remplacé par son opposé, destruction symétrique. La gradation de la fin, les mots cri, murmure, silence, est remplacé par cri, souffle, chuchotement, retirant le mot le plus important, silence. Je rappelle qu'on parle d'un homme en train de mourir. Résultat, le passage en français n'a pas du tout la beauté et l'impact de l'original. Pour le coup, la traduction est vraiment bâclée, elle est trop rapide, trop simpliste. Je vous raconte pas ma déception à la lecture de cette scène. Je pourrais vous citer encore 50 autres exemples, mais je pense qu'à ce stade, vous voyez le problème. Le texte est tout simplement trop différent, s'éloigne trop de l'original. Et ça me donne la sensation que quiconque lit Dune en français passe à côté de plein de choses. Sincèrement, ça me frustre quand je recommande Dune à quelqu'un et que je sais que cette personne va le lire en français. Je ne peux que chaudement recommander à tous ceux qui maîtrisent la langue anglaise de vous lancer dans la lecture en VO, vraiment. English, motherfucker, do you speak it? D'autant plus que pour avoir comparé les deux textes, la version anglaise me paraît limite plus simple à lire que la version française, parce qu'elle a un style plus direct, plus tangible, qui part moins dans des envolées lyriques qui compliquent inutilement la lecture. Je veux dire, le bouquin est déjà suffisamment complexe comme ça, pas besoin d'en rajouter des caisses au niveau du style. Encore une fois, je ne dis pas que Michel Demuth a écrit un mauvais texte, c'est pas un mauvais texte, loin de là. Et si vous ne connaissez pas la version originale, vous en serez sans doute tout à fait satisfait. Mais pour une traduction, autrement dit une retranscription fidèle d'un texte en langue étrangère, je le trouve problématique. Si certains d'entre vous ont lu les deux versions d'ailleurs, je serais très curieuse d'avoir vos retours. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé même si on n'a pas parlé cinéma. La prochaine fois, on reviendra aux comparaisons entre les livres et les films. A bientôt les amis, salut!